C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Nicolas Verino. Il est développeur d'applications mobiles iOS en freelance au sein de sa société Refacto. Bonjour Nicolas. Bonjour Lilian. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Écoute, ça va super bien, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Moi aussi. Est-ce que tu peux me dire sur quoi tu travailles en ce moment chez Refacto ? Alors en ce moment, on travaille sur 2 applications mobiles iOS, une qui s'appelle MySophie, qui a vocation à simplifier le suivi de santé pour les personnes. Donc on a tout un suivi de santé sur les remboursements complémentaires, etc. Avec des petits services en plus comme la téléconsultation, l'envoi de documents et tout ça. C'est un petit peu plus sympa que les applis officielles des complémentaires santé. Voilà, donc c'est assez séduisant. Et la deuxième application, c'est pour aider les personnes à mobilité réduite dans les transports comme le métro. Donc c'est du guidage pour personnes malvoyantes voire aveugles. Voilà. Et ça s'appelle Evelity, mais c'est pas encore disponible, je crois, sur les stores. Comment ça marche ? C'est quoi le principe ? C'est guidé via le son ? Ouais, c'est guidé via des instructions sonores avec des balises Bluetooth. C'est du guidage indoor, donc il y a du Bluetooth indoor avec tout ça. Il y a tout un algorithme de navigation qui est intégré dans l'appli. Donc voilà. Et voilà, l'interface est faite aussi pour les malvoyants. Donc super intéressant. On fait pas mal de voice-over et oui, ça pose des défis sympathiques. Au-delà de ça, je fais de l'accompagnement aussi d'un développeur iOS et je fais des audits pour des entreprises sur la région de Strasbourg. Voilà. C'est des audits techniques ou d'architecture ou... Audit technique, ouais, architecture aussi, on me sollicite pas mal sur tout ce qui est testing, donc comment automatiser les tests, comment gagner en qualité logicielle, etc. Spécifiquement sur iOS. D'accord. Parce que j'ai vu que tu faisais aussi, tu intervenais sur l'aspect méthode agile, etc. Ouais, c'est ça, ça rentre dans ce cadre-là. Je voulais revenir un petit peu sur ton parcours. J'ai vu que tu avais fait une école en informatique qui s'appelle Supinfo. Ça a toujours été une évidence pour toi de travailler dans l'informatique ou c'est quelque chose que tu as appris sur le tard ? Non, c'était pas une évidence. En fait, je suis toujours un peu un geek, donc j'ai toujours adoré être sur l'ordinateur, à jouer aux jeux vidéo. Et je t'avoue que avant mes 19 ans, pour moi, l'ordinateur, l'informatique, c'était plus un loisir. J'avais pas envie d'en faire mon métier. Du coup, après mon bac, je me suis lamentablement vautré en choisissant une voie qui me plaisait pas. Donc je suis allé en fac de physique. J'étais 3 semaines en fac de physique et ça m'a pas plu. Ensuite, j'ai fait un passage d'1 semaine en prépa école de commerce. Ah ouais, complètement différent. Ouais, ça m'a pas plu non plus. Et puis après, je me suis dit bon, je vais prendre une année, je vais me poser un petit peu. Donc je suis allé faire des petits boulots pour gagner un peu de l'argent. J'ai travaillé au supermarché, j'ai fait caissier et employé de rayon. Et je me suis posé en me disant bon, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et je me suis dit bon, l'informatique c'est quand même un truc qui me plaît. Est-ce que je suis pas un petit peu idiot en me disant que j'ai envie que ce soit que mon loisir ? Parce que ça me plaît quand même pas mal. Et du coup, j'ai commencé à faire des sites web en utilisant des tutos qui se trouvaient sur le site du Zéro. Aujourd'hui, ça s'appelle Open Classrooms. Donc voilà, je m'y suis vraiment mis quand j'avais 18-19 ans. Donc c'est assez tard pour certaines. Il y a pas mal d'histoires j'ai commencé à coder à 12 ans, etc. Non, moi j'ai commencé assez tard finalement. Et du coup, ça m'a bien plu et j'ai cherché une école. J'avais plus trop envie d'aller à la fac, c'est un milieu qui m'attirait pas spécialement. Et du coup, j'ai trouvé Supinfo, j'avais des amis qui étaient là-bas, donc j'ai eu des retours de leur part. Et voilà, et c'est comme ça qu'en 2008, du coup, j'ai rejoint Supinfo. Et du coup, j'ai fait mes armes là-bas pendant 5 ans. Voilà un petit peu mon parcours scolaire. Ça t'a plu Supinfo ? Oui, ouais. C'était franchement sympa. Après, voilà, comme toute école, il y a du bon et du mauvais. Donc, on a su, avec quelques amis, essayer de prendre le meilleur. Je suis notamment devenu formateur dans cette école. Donc ça, c'était une expérience super enrichissante pour moi. Et c'est toujours une facette dans le métier que je veux garder, ça, la formation, le coaching.
Et voilà. Mhm. Pourquoi c'est quelque Euh, chose d'important? Pourquoi est-ce que tu veux garder cette facette? euh, je trouve ça intéressant de partager ce que je sais. Et je trouve ça aussi intéressant de confronter en fait mes a priori à un regard neuf de quelqu'un qui débute ou qui a envie d'apprendre. Ça présente un double challenge. Le premier challenge, c'est déjà savoir exprimer et enseigner ce que tu sais. Donc déjà ça, faut savoir le formuler, faut savoir l'enseigner. Donc ça déjà c'est très Ouais. intéressant, c'est très formateur aussi. Et le deuxième challenge, c'est est-ce que ce que je sais, c'est vraiment pertinent ou est-ce que avoir un regard neuf justement de quelqu'un qui débute, ça challenge des fois des a priori qu'on peut avoir. Euh, Par exemple, dans le cadre des tests, des fois, on peut se demander quels tests sont vraiment pertinents, est-ce que c'est la bonne manière de faire et ouais, c'est assez intéressant de la manière en tant que formateur, on apprend autant finalement que ceux que l'on forme. Et, euh, et voilà, je trouve ça super. Je trouve ça super. Et après, j'aime bien parler aussi. J'aime bien discuter, j'aime bien enseigner. Donc voilà, c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup. Même si c'est stressant. J'avoue que Ouais, c'est stressant d'enseigner? ouais, ouais, j'ai toujours ce trac. Avant de démarrer un cours, j'ai toujours eu ce trac et ça m'a jamais quitté. Et ça me quittera jamais, je pense. Voilà, faire cours devant une classe, devant une grande classe. Donc là, tu enseignes. Ouais, bah, c'était à Supinfo même, hein. Donc c'était des étudiants de Supinfo, donc il y avait des classes des fois c'était 10 élèves, des fois c'était 50. Donc voilà, toujours ce petit trac et tout. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu la même expérience. Je suis formateur en ce moment sur la plateforme Open Classroom, donc je suis mentor et j'accompagne 4 étudiants à raison de 5 heures par mois par étudiant. Et c'est super formateur en fait. J'ai énormément appris. Le simple fait de verbaliser en fait ce que je peux savoir, ça me fait vraiment mieux le comprendre. Et parfois, je me suis rendu compte que j'avais des connaissances assez superficielles sur certains sujets. Et du coup, pour pouvoir les expliquer, il faut vraiment que je les comprenne en profondeur. Et donc, ça m'oblige à faire des recherches, à réfléchir à comment est-ce que je vais expliquer la chose. Et du coup, ça m'a vraiment fait progresser. Par contre, tu as dit quelque chose qui a retenu mon attention. Tu as dit c'est intéressant parce que on est challengé dans notre vision. Et moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai retrouvé dans mes coachings Mhm. parce que la plupart du temps, on fait du pair programming à deux en fait. Ça dépend. J'avais plus le cas sur des classes de 30-40 élèves où il y avait vraiment des passionnés qui avaient déjà, parce que j'enseignais, j'ai fait aussi un peu de mentorat Open Classrooms d'ailleurs. Je sais pas, je l'ai pas noté sur mon LinkedIn peut-être. Euh, j'ai fait un peu de mentorat aussi. Et, en one-to-one, il y a rarement le cas. Mais je l'ai vu sur des classes d'étudiants de quatrième, cinquième année, qui avaient déjà une manière de faire, déjà une expérience professionnelle de par les stages, qui et qui avaient cette envie de challenger un petit peu les a priori. Et donc ça donnait lieu à des discussions super intéressantes. Euh, ou alors des fois c'est quand j'interviens dans des entreprises où ils ont une manière de faire qui est pas forcément la mienne et où il y a aussi des bonnes choses à prendre. Donc même si quand on intervient en entreprise, on a moins cette position d'autorité. On vient plus en tant que consultant qui va apporter un regard neuf sur l'existant. Et donc c'est dans ces environnements-là qu'on a des différents challenges. Euh, je peux prendre par exemple, ça c'est pas mon expérience personnelle, mais c'est Ken Beck, je sais pas si tu connais. Euh, Ken Beck, c'est le papa de Test Driven Development et d'Extreme Programming. Oui. Il a travaillé Mhm. chez Facebook de 2009 à 2017, je crois, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et et par exemple, lui, quand il est arrivé chez Facebook, bah pour lui, faire du bon logiciel, c'était faire du TDD, c'était faire des tests et tout. Et chez Facebook, ils faisaient pas du tout ça. Pourtant, ils avaient un produit qui marche plutôt bien. Et du coup, il a décidé, par exemple, de désapprendre tout ce qu'il savait et de dire, bah voilà, je viens comme si j'étais novice et montrez-moi comment vous faites parce que ça m'intéresse. Et c'est un petit peu la même approche que je peux avoir des fois en me disant, bah, j'arrive quelque part, il y a une manière de faire, il y a certainement du bon dedans. Bon, généralement, quand on m'appelle, c'est qu'il y a aussi des problèmes, mais voilà, pas venir simplement avec une boîte à outils de choses à faire
et de se dire bah voilà, appliquez ça bête et méchant et vous connaîtrez le succès. Mais plus ok, dans votre manière de faire, il y a du bon, il y a du mauvais, et moi je peux apprendre aussi de ce que vous faites, etc. Avoir un petit peu ce recul et cette humilité finalement euh, vis-à-vis de ça. Ça doit être beaucoup mieux perçu aussi par l'entreprise qui t'accueille que tu n'arrives pas avec tes gros sabots entre guillemets à leur dire que tout ce qu'ils font c'est mal, mais que vraiment tu te positionnes en accompagnant si je peux dire, où tu vas vraiment essayer de comprendre leur manière de faire, etc. Ouais. Ouais, c'est plus constructif, effectivement. Tu as donné une conférence dans laquelle tu expliques l'importance pour un développeur d'avoir cette connaissance fonctionnelle, cette connaissance du produit. Et tu racontes une anecdote sur Amazon. Est-ce que tu peux nous la raconter, s'il te plaît? Ouais, alors en fait, c'est un ingé d'Amazon qui a écrit un post, je crois. Faudrait que je retrouve la source. Malheureusement, j'ai un peu regardé, mais je retrouve plus la source. Si jamais les auditeurs peuvent chercher, ce serait cool. Euh, et en fait, il a écrit ce post et il dit que un jour, il est allé voir son chef. Il avait une idée. Donc c'était un ingénieur qui travaillait sur la partie panier d'Amazon et qui a eu une idée, qui s'est dit, ce serait bien que dans la page du panier, il y ait des suggestions de produits qui iraient bien avec ce panier. Donc faire ces suggestions sur cette page-là, pour permettre aux acheteurs d'acheter plus de produits. Donc il est allé voir son vice-président du produit, le chef produit, et il lui a soumis l'idée. Et le chef produit lui a dit non, moi c'est une idée qui me parle pas. Écoute, laisse tomber. Ok. Donc l'ingénieur il s'est pas laissé démonter. Il s'est dit écoute, je vais quand même faire quelque chose. Donc il a quand même développé un petit quelque chose et il l'a mis en prod. Donc chez Amazon ils ont ce truc là qui est génial, c'est que chacun peut librement mettre des choses en prod pour un petit volume d'utilisateurs. Donc il a mis en prod pour 0, quelque chose % d'utilisateurs d'Amazon et il a collecté les informations et il a remarqué que avec cette fonctionnalité, les gens achetaient plus de produits, donc remplissaient plus facilement leur panier. Avec toutes ces données, il est allé voir son VP et il lui a dit voilà, regarde, pour ce pourcentage d'utilisateurs, j'ai mis cette fonctionnalité là en place, un petit MVP en place de cette suggestion de panier. Et voici les chiffres. Donc, les acheteurs achètent plus de choses quand il y a cette fonctionnalité-là qui est en place. Donc, son VP a dit, OK, je peux pas lutter contre les datas, puisque les datas sont rois chez Amazon. Et du coup, feu vert pour déployer cette fonctionnalité, pour l'améliorer et pour la déployer sur tout Amazon, quoi. Et donc, voilà, le VP a fait confiance à l'ingé. Et l'ingé a prouvé que son idée était bonne. On lui a laissé la liberté de prouver que son idée était bonne. Et il a fait gagner de l'argent à la boîte au final, grâce à ça, quoi. Et donc ouais, la moralité un petit peu de cette histoire, c'est que en tant qu'ingé, en tant que dev, on peut aussi avoir une vision produit, on peut aussi avoir de bonnes idées. Et donc c'est important de nous écouter. Et responsabiliser aussi un petit peu les devs pour dire vous n'êtes pas que des pardonne-moi l'expression, mais des pisseurs de code. Vous participez à l'élaboration, à la création d'un produit. Donc c'est ce que vous avez en tête qui devient le produit. Donc intéressez-vous au produit, intéressez-vous au problème, au domaine du problème, plus qu'au domaine de la solution. J'adore cette histoire parce que je trouve qu'elle caractérise vachement le type de culture qu'on devrait avoir si on veut vraiment innover, puisque quelque part on a une hypothèse, on va la tester sur évidemment un petit échantillon, puis on analyse les résultats et c'est via ces cycles en fait qu'on peut vraiment s'améliorer. Et du coup vraiment j'ai adoré cette histoire, merci. Et j'en ai aussi une d'histoire. Elle est un petit peu différente, mais elle est un petit peu dans la même veine. C'est sur Kayak. Kayak, c'est la société qui est c'est un comparateur de prix pour les vols. Je connais Kayak, mais je connais pas l'anecdote. Et un jour, un consultant, je crois, rend visite à Kayak et il passe à travers l'open space où il y a tous les ingénieurs et il remarque qu'il y a un téléphone au beau milieu de l'open space, un téléphone rouge.
Et il est avec le PDG de Kayak et il demande au PDG de Kayak quel est ce téléphone rouge. Et il lui explique en fait que c'est un retour du SAV technique. Donc en fait, c'est une ligne à laquelle les gens peuvent appeler pour signaler un bug technique sur la plateforme. Il lui dit, mais attends, je comprends pas, pourquoi tu outsources pas ça dans un pays comme en Inde, etc., où ils sont spécialisés, c'est leur métier, plutôt que de payer, comme tu le fais là, des développeurs super chers, qui te coûtent une fortune, du coup tu les payes un peu à répondre au téléphone. Il lui dit, c'est vrai, sauf que quand un développeur répond et qu'on lui reporte un premier bug, ok, il le note, puis une deuxième fois, puis une troisième fois qu'on lui reporte le même bug, à la fin il va dans la codebase et il corrige le problème, quoi, tout simplement. Et ce qu'il explique, c'est que le fait que les ingés soient en contact avec ce feedback brutal des utilisateurs qui n'hésitent pas à manifester leur mécontentement de manière assez virulente, ça leur met des claques dans la gueule et derrière, ils vont corriger le problème. Tout simplement. Et souvent, on est protégé en tant que développeur, on est un petit peu caché. On n'a pas ce feedback violent des utilisateurs, alors que c'est une excellente source de motivation, bien plus qu'un manager qui viendrait te tirer les oreilles en te disant qu'il y a des problèmes, quoi. Ouais, c'est génial, ça. Je crois que c'est Captain Train à Paris où c'était aussi comme ça. Ils ont une grosse culture du service client et il me semble que les devs répondaient au téléphone ou répondaient aux clients. Et je trouve ça génial en fait. Effectivement, ça te met en face de la réalité et tu te dis ok, les lignes de code que je tape c'est utilisé par des vrais gens en fait, et quand je fais n'importe quoi, ça les embête quoi, ça les ennuie vraiment. Et du coup, au-delà du fait que le bug soit corrigé plus vite, je pense que ça offre une prise de conscience énorme de je suis pas le geek planqué derrière mon ordi à taper du code parce que je suis payé pour ça et c'est cool et je résous des défis techniques, c'est sympa. Non, je rends service à des vrais gens et ça c'est super important. Et malheureusement c'est pas très répandu quoi, c'est pas assez répandu. À côté de mon activité de freelance, j'ai une boîte d'édition de logiciels où je développe une application pour les chasseurs. C'est un GPS pour les chasseurs qui leur permet de cartographier l'ensemble de leur territoire de chasse, donc les limites, les points stratégiques, les zones interdites, etc. Dans l'objectif d'améliorer leur organisation et notamment la sécurité des parties de chasse, non seulement pour les chasseurs, mais aussi pour les usagers de la nature de manière plus globale. Et il m'arrive assez régulièrement de recevoir des emails assez durs ou des avis sur les stores où je me fais bien attaquer, on va dire. Et ça me permet à moi d'avoir la réalité en face d'une certaine manière et de me dire attends, là Lilian, t'es pas à la hauteur. Il y a un client, il a payé, il attend ce que ça marche. Du coup, je prends des petites claques de temps en temps et ça me fait le plus grand bien puisque ça me permet de me remettre en question et de m'améliorer, et parce que voilà, je trouve que cette responsabilité qu'on a envers nos utilisateurs, elle est très forte, et le fait d'avoir ces avis, ce contact avec eux, ça nous permet de nous le rappeler et de pas l'oublier surtout. Ouais, clairement. En tout cas, merci pour cette anecdote sur Amazon, je la trouve vraiment géniale. Faudrait retrouver la source parce que sinon les auditeurs vont pas. Même si elle est pas vraie, cette histoire, elle est tellement géniale, c'est pas très grave au final. Toujours dans la même conférence, tu mets en avant que l'importance pour un développeur de maîtriser, d'avoir une connaissance du produit, en plus d'avoir donc cette connaissance technique. Est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est important qu'un développeur ait cette vision produit et cette vision fonctionnelle dans un projet? Pour une raison très simple, c'est que c'est ce que le dev a compris qui devient le logiciel. Donc, pour comprendre un besoin qui vient de quelqu'un d'autre, ça passe par de la communication. Soit de la communication orale, soit de la communication écrite. Et pour lever les zones de flou, il faut aussi pouvoir communiquer efficacement. Donc, quand on a un doute sur quelque chose, faut pouvoir exprimer clairement les doutes, les contraintes, etc. Et communiquer avec la personne responsable du produit ou avec les utilisateurs directement pour savoir
qu'est-ce qu'on fait tout simplement. Autre point important de la communication, c'est que ça c'est une petite citation de Martin Fowler qui dit n'importe quel idiot sait écrire du code compréhensible par la machine, mais les bons devs savent écrire du code compréhensible par les humains. Et ça aussi, ça a trait à la communication. C'est que le code, finalement, c'est un moyen de communication. Quand je vais lire le code d'un collègue, d'une collègue ou de moi il y a 6 mois, si je comprends pas, c'est que le code n'est pas assez expressif, c'est que le code ne communique pas correctement les intentions et que je vais avoir du mal à le reprendre, à le faire évoluer. Donc la communication, c'est vital en fait pour la survie et l'évolution d'un projet, tout simplement. Donc il y a deux niveaux en fait dans la communication. Il y a l'aspect verbal, mais il y a aussi l'aspect, la manière dont je vais écrire le code finalement a aussi une importance puisque ça va être lu par d'autres développeurs. Comment on fait pour s'améliorer à ce niveau-là? Alors, pour s'améliorer dans la communication à travers le code, eh bien, ça vient avec l'expérience, la curiosité et l'envie d'apprendre. Et surtout aussi la lecture d'ouvrages comme Clean Code, les design patterns, voilà, tous les bouquins qui vont permettre de t'améliorer en conception, parce que qui dit communiquer dit améliorer la conception. Et un code bien conçu, c'est un code qui est clair et limpide, donc qui communique clairement les intentions. Donc c'est important de construire cette culture-là en se documentant et en n'arrêtant jamais d'apprendre, en se disant qu'il n'y a aucune conception parfaite. Chaque conception est plus ou moins bonne à un moment donné et est mise à mal à chaque évolution. Donc voilà, garder cette humilité et de se dire ok, j'apprends à concevoir tout au long de ma carrière et j'ai jamais fini d'apprendre. Ça, c'est important. Ensuite, la communication verbale, eh bien, on peut s'entraîner de plusieurs manières. Déjà, en s'efforçant quand on a un problème, de discuter avec la personne qui va pouvoir nous aider à le solutionner. Si on a un problème sur le fonctionnel, s'il y a des cas qui sont pas clairs, ben aller discuter avec le product owner ou la personne responsable ou les utilisateurs directement. On peut s'entraîner aussi en lisant des ouvrages comme Process Communication pour savoir comment adapter son discours aux différents profils de personnes. Autrement, en faisant des vidéos, des podcasts, en écrivant des articles, ça pousse aussi à savoir s'exprimer par écrit, à mettre ses idées à plat et à pouvoir les exprimer clairement. C'est fou comme écrire par exemple un article de blog, ça demande des efforts au début. Parce que moi j'ai commencé il y a pas très longtemps là, et c'est vrai que on se rend compte qu'on sait plein de choses, mais par contre les mettre par écrit, les communiquer clairement, c'est une autre histoire. Donc ouais, écrire des articles de blog sur ce qu'on a appris la semaine par exemple, c'est super enrichissant. Et ça permet de s'entraîner un petit peu à cette communication écrite. Voilà. Venir participer à des meet-up. Tu peux s'y entraîner, discuter avec les gens, mais bon, après, ça dépend des caractères de chacun. Il y a des gens qui sont plus introvertis que d'autres. Moi, je sais que je suis assez introverti quand même, de nature. Et je me force un petit peu quand je fais des présentations à devenir un petit peu plus extraverti, à discuter avec les gens. Le fait d'avoir été formateur aussi, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'on peut faire pour bien communiquer. Est-ce que tu as des livres que tu conseilles, que toi tu as lus, vraiment pour s'améliorer au niveau de la communication? Pour la communication verbale avec d'autres personnes, le livre Process Communication est vraiment pas mal. Pour la communication à travers le code, alors j'en conseille 2. Le premier, c'est Clean Code. Ça prend vraiment les bases. C'est de Robert Cecil Martin, Oncle Bob. Clean Code et Refactoring de Martin Fowler.
Clean Code va vraiment prendre les bases, comment nommer correctement des variables, des méthodes, pourquoi nommer correctement, etc. Donc c'est vraiment le point d'entrée, on va dire. Et refactoring, c'est pour construire une culture de comment détecter qu'un code est mal conçu. Et quand je détecte qu'un code est mal conçu, quel traitement je mets en face. Par exemple, il y a un développeur que j'ai rencontré que ça gênait pas des méthodes de 5000 lignes. Ça le gênait pas d'avoir des méthodes avec 5000 lignes de code dedans. Donc il avait pas cette sensibilité, ce qu'on appelle les code smell. Donc cette sensibilité au mauvais code, au code mal conçu. Mais j'ai vite compris pourquoi, parce que en fait, il a toujours été tout seul sur ses projets, et ces projets ont toujours eu une durée de vie très courte. Donc c'était des projets entre 10 et 50 jours à peu près. Et une fois que le projet était livré, il n'en entendait plus parler. Donc il n'a pas eu ces problématiques de maintenance, d'évolution. Donc il n'avait pas cette culture-là. Et avec refactoring, il aurait eu cette sensibilité-là de ok, des méthodes trop longues, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et quand j'ai une méthode trop longue, qu'est-ce que je peux mettre en face? Donc ouais, refactoring. Alors le lire d'un trait comme ça, c'est assez fastidieux parce que c'est plus un catalogue, une boîte à outils. Mais il y a les premiers chapitres qui sont super intéressants et le chapitre sur les code smell qui est super intéressant pour justement construire un petit peu cette sensibilité, cette intuition de qu'est-ce qui est de la bonne conception, qu'est-ce qui est bien conçu, qu'est-ce qui est mal conçu. Voilà. Et qu'est-ce que je fais quand je sens qu'il y a quelque chose qui est mal conçu? Comment je m'en sors? Comment je le modifie pour que ce soit bien conçu? Donc voilà. Tu as écrit un article sur la bonne architecture. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Je me suis forgé une grosse culture de testing, de test automatique. Donc pour moi, tout simplement, une bonne architecture, c'est une architecture déjà qui est testable. Donc c'est un code qui est testable, et qui est conçu dans ce sens-là. Parce que grâce au test, je vérifie que je casse rien et j'ai des composants qui sont plutôt bien isolés grâce à ça. C'est un des bienfaits du test. Donc déjà toute architecture qui est difficilement testable, je l'apprécie pas. Et deuxièmement, ce que je dis dans cet article, c'est que finalement il n'y a pas une architecture reine qui va surgir, une architecture qui va répondre à tous les besoins. Donc MVC, ça répond à certaines problématiques, MVVM, ça répond à d'autres problématiques. Il y en a pas une meilleure que l'autre, ça dépend des cas. Et donc c'est important de savoir adapter l'architecture au cas, aux besoins. Et c'est important de faire émerger cette architecture pour pas faire de la suringénierie. Parce qu'on peut complexifier un besoin qui est simple. Ça c'est très facile. Et c'est ce qu'on veut éviter. On ne peut pas faire de suringénierie. Par contre, simplifier un besoin qui est complexe, ça demande plus de travail, plus de talent. Et donc l'architecture, la meilleure architecture finalement, c'est l'architecture émergente, c'est l'architecture qui va répondre aux besoins à un instant T et qui va permettre de répondre aux besoins de demain, ou être facilement évolutive pour répondre aux besoins de demain. Voilà. Comment est-ce que tu sais quand tu tombes dans l'over-engineering? Bonne question. Parce que parfois on sait pas trop où est-ce qu'on doit mettre la limite, est-ce qu'on rajoute des couches parce qu'on veut faire quelque chose de propre mais on veut pas aller trop loin. Donc c'est difficile de savoir où mettre le curseur en fait sur une architecture. Une métrique que j'utilise, c'est la couverture du code par les tests. Donc si on fait du TDD, par exemple, on a forcément un coverage à 100% vu que une des lois de TDD, c'est je n'écris pas de code de prod tant que j'ai pas un test, et j'écris le plus petit code de prod possible pour faire passer mes tests. Donc déjà, on va limiter la suringénierie en limitant le code au cas où. Donc si j'ai pas un test qui me fait écrire un if par exemple, je n'écris pas ce if parce que je n'en ai pas besoin.
Ou alors, si j'ai ce besoin-là, c'est qu'il me faut d'abord un test qui échoue pour dire, OK, je veux spécifier que j'ai besoin de vérifier, par exemple, que je vais pas accéder à un index en dehors d'un tableau. Donc, je vais vérifier que l'index est bien dans le range du tableau. Mais je mets un test qui me force à écrire ce code-là. Donc déjà, on va limiter la suringénierie en pratiquant, par exemple, le TDD, en nous forçant, en nous disant, je vais pas écrire du code au cas où. Si j'ai pas un test qui me force à écrire ce code-là, je ne l'écris pas. Déjà, on commence par là. Deuxièmement, pour parler plus en termes d'architecture et de conception, on n'anticipe pas les besoins, on n'anticipe pas trop les besoins. Si j'ai besoin, par exemple, je vais essayer de trouver un exemple. Et c'est pas facile de trouver un exemple. Ouais. Alors. Alors j'en ai peut-être un d'exemple. Imaginons que tu veuilles formater de la donnée. D'accord. Est-ce que tu vas plutôt le faire dans le vue modèle ou dans une couche externe, on va dire, tu étends ton modèle de données dans le cas où tu en as besoin seulement dans une cellule, par exemple, de ce formatage. Est-ce que tu vas anticiper en te disant ok, je risque d'en avoir besoin ailleurs, du coup je vais peut-être le mettre dans une couche un peu plus haute, donc dans le modèle, ou est-ce que tu vas mettre ce formatage au sein du vue modèle? Où est-ce que tu te positionnes à ce niveau-là? Moi, comment je fonctionne, c'est que je réponds aux besoins de la fonctionnalité immédiate. Quand j'ai une fonctionnalité plus ou moins similaire qui arrive, mon choix va se porter sur de la duplication. Je vais d'abord dupliquer avant de factoriser, puisque je veux absolument trouver la bonne abstraction. Donc si j'ai une donnée que je veux afficher dans un écran, que je veux réutiliser cette donnée dans un autre écran, comme tu l'as dit, avec un formatage un peu différent, j'aurais tendance à faire deux classes, à dupliquer, à faire du formatage différent là-dedans, et puis après à prendre un peu de recul, à me dire ok, qu'est-ce qui est vraiment en commun? Est-ce que ça vaut le coup de le mettre en commun ou pas? Est-ce que c'est des mêmes concepts? Parce qu'il y a cette notion-là aussi de concept métier. Par exemple, un article dans un panier sur un site e-commerce ne sera pas le même qu'un article sur le site e-commerce en lui-même avant de l'acheter. De la même manière, cet article ne sera pas le même dans une facture. Ok, donc on parle d'articles dans les trois cas. Si on utilise la même classe, on risque de se retrouver avec une classe énorme qui fait plein de choses. Et donc là, on va violer un principe qui s'appelle le principe de responsabilité unique, single responsibility en anglais. Et ça va nous mettre des bâtons dans les roues quand on va devoir modifier ce qu'il faut pour la facture. Ça risque d'avoir des impacts sur le front du site e-commerce parce que c'est la même classe, par exemple, qui est utilisée. Donc on va veiller à bien respecter ces principes-là. Et il y a un talk faut que je m'en souvienne. Alors je vais retrouver ça s'appelle All the Little Things de Sandy Mess, qui a écrit un livre aussi là-dessus, qui justement met en avant cette idée de on va dupliquer avant de chercher des abstractions, puisqu'en dupliquant, on aura plus d'exemples, on aura une meilleure idée de la bonne conception. Et en dupliquant, on évite aussi l'over-engineering en créant ces différentes couches, justement. Donc ouais, mon conseil avant de faire de l'over-engineering, pour éviter l'over-engineering, c'est d'abord dupliquer pour avoir plusieurs exemples. Donc dupliquer au moins une fois. Et faire les abstractions ensuite. Et toujours veiller à ce que ça ait du sens dans ce qu'on est en train de faire. D'un point de vue métier. Est-ce que... et un point intéressant pour voir si on fait de l'over-engineering ou pas aussi, c'est de demander à son collègue de regarder son code. Est-ce que tu comprends facilement mon code? Est-ce que
est-ce que c'est clair, quoi, tout simplement, ou est-ce que c'est trop, ça te semble trop compliqué pour ce besoin-là. Donc là, avoir des paires d'yeux supplémentaires, ça aide beaucoup. Donc on en vient à une pratique intéressante qui est le code review ou le pair programming, où justement on a cette paire d'yeux supplémentaire qui nous permet d'avoir un feedback sur ce qu'on fait et si c'est pas trop complexe pour le besoin. Quelle est ta position sur les commentaires? Est-ce que tu en mets beaucoup dans ton code? Non, très peu. C'est un code smell. Si j'ai besoin d'un commentaire, je vais d'abord me poser la question, est-ce que j'ai bien nommé mes méthodes, mes variables? J'ai eu le cas en plus récemment où j'avais une classe qui était censée faire du text-to-speech. Donc prendre une string et la dire à l'oral, justement dans l'application d'accessibilité là. Donc ce besoin-là était représenté par un protocole. Et il y avait une méthode qui s'appelait speak about, donc parle de cette chose-là, et je lui filais une string. Et j'avais une contrainte technique qui faisait que quand on appelait cette méthode-là, ça annulait en fait, dans certaines implémentations de ce protocole-là, ça annulait ce qui était dit, ce qui était en train d'être dit. C'est-à-dire que par exemple avec VoiceOver, quand on lui fait dire quelque chose, il va s'interrompre, donc il va interrompre ce qu'il est en train de dire, il va l'annuler carrément et il va dire la nouvelle chose, la nouvelle phrase. Mais j'avais une implémentation qui utilise le speech synthesizer d'iOS, qui lui va mettre à la suite en fait. Donc j'avais deux implémentations, c'est ça. Et donc on avait le choix là justement. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un commentaire du style voilà, sur cette implémentation il y a des problèmes de ce type-là, ou est-ce que on fait autrement? Et là on a fait le choix de faire autrement. On s'est dit on va suivant les contraintes vu qu'on avait des contraintes de temps assez importantes, on a décidé de niveler vers le bas. On s'est dit on va s'adapter à ce que fait VoiceOver. Donc on a renommé la méthode en cancel previous speech and speak about. Donc où là ça devient clair et limpide que ça va annuler ce qui est en train d'être dit et ça va dire la suite. Voilà le choix qu'on a fait pour s'épargner un commentaire. Alors pourquoi les commentaires c'est pas tip top? Dans un premier temps c'est pas vérifié par le compilateur ni rien, donc il y a pas ce feedback là. Donc un commentaire a cette fâcheuse tendance à devenir obsolète assez rapidement et à pas être juste, et aussi à pas forcément être lu par les devs, tout simplement, du fait que c'est rarement juste un commentaire. Après, il y a des commentaires un peu spéciaux qui sont les commentaires de documentation pour générer la doc des API. Ça, je les trouve pertinents uniquement dans le cas où tu construis un SDK ou un framework, comme Apple le fait, où tu veux documenter les différentes méthodes et générer justement de la documentation derrière. Donc là, ils sont intéressants. Autrement, si on peut les éviter, on les évite. Voilà. D'accord, donc tu vas plutôt changer la manière dont tu nommes la variable que mettre un commentaire. Oui, c'est ça. Et quand je dois faire un commentaire, c'est pour expliquer le pourquoi, pas le comment aussi. Donc pourquoi c'est fait ou pourquoi c'est fait comme ça. Parce que des fois on est contraint on a des contraintes techniques qui font qu'on doit implémenter certaines choses d'une certaine manière, qui n'est pas forcément la manière la plus naturelle. Et pour expliquer le pourquoi on fait comme ça, ou le pourquoi de la complexité de certains algorithmes, là ça peut être pertinent de faire des commentaires. Donc à proscrire la plupart du temps. Dans un autre article, tu expliques que la bonne architecture va dépendre du projet. Est-ce que aujourd'hui, il y a une architecture que tu adoptes plus souvent que les autres? Et si oui, laquelle? J'ai tendance à faire du MVVM parce que c'est testable. Enfin, la partie comportement est testable.
Tout ce qui va être le comportement d'une vue, si je prends par exemple un écran de login, le comportement c'est activer par exemple le bouton envoyer ou se connecter quand les deux champs sont remplis. Ça c'est par exemple un comportement. Ce comportement-là, je vais le représenter dans un view model, ce que j'appelle un view model, et du coup il devient testable. J'ai une philosophie, c'est que je teste pas les view controllers, donc parce que je trouve ça compliqué et un peu overkill. Mais je suis en train de revenir un petit peu là-dessus. Ça, c'est ma remise en question du moment. Et du coup, j'ai tendance à faire en sorte que ma couche vue, elle soit testée à la main, comme de manière classique, quoi. Je vérifie que mes éléments sont au bon endroit et que ça fonctionne. Par contre, tout ce qui est en dehors de la vue, donc le view model, le modèle, tout ce qui va être comportement, règles métiers, algo, tout ça c'est testable, testé. Donc j'ai tendance à privilégier cette forme-là d'architecture, quelque chose qui s'y rapporte. Après, MVVM n'est pas du tout adapté, par exemple, pour faire de la navigation testable. Donc là, du multi-écran testable avec du MVVM, c'est pas trop adapté. MVVM, c'est vraiment adapté pour un seul écran, à mon sens. Donc là, je fais plus du MVVM quand il s'agit de la navigation. Ça va être la conception classique. Il n'y a pas vraiment d'architecture, c'est juste que ça doit être testable, quoi. Donc aujourd'hui, tu fais seulement des tests unitaires, pas de tests UI? Non, oui, mais ça va changer, je pense, parce que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Growing Object-Oriented Software Guided by Test alors, faut que je trouve le nom. Et en gros, c'est intéressant, c'est un bouquin qui date un petit peu. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une appli Java en Spring, donc avec une interface et tout. Et justement, ils construisent une architecture émergente en fonction du besoin. Et eux, ils démarrent par des tests d'UI, en fait. Donc c'est assez intéressant. Ils font d'abord un test super haut niveau où ils disent je veux ce champ-là, je veux le remplir, je veux qu'il y ait ces textes-là qui apparaissent et tout. Ils commencent par ça, et ça devient leur test d'acceptance. Et ensuite ils descendent et quand ils commencent à implémenter, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de faire du TDD, donc des tests unitaires sur certaines parties, notamment ce que moi je vais appeler des view models. Donc ils ont cette double approche on écrit d'abord un test de très haut niveau, puis ça va nous faire écrire des tests de plus petit niveau quand on va vouloir faire passer le test de haut niveau. Donc c'est une approche de TDD qui est assez intéressante, dans le sens où leurs tests de haut niveau ils restent rouges un petit moment, mais leurs tests de plus bas niveau ils ont un cycle dans un cycle. Et donc je suis très impatient de trouver le temps de tester cette approche-là sur le développement iOS et d'en parler sur le blog. Mais ouais, classiquement là depuis ça va faire 3 ans que je fais du TDD là, exclusivement. J'ai jamais testé l'UI et j'ai eu rarement des soucis. J'ai eu des soucis, mais rarement et ça m'a jamais trop impacté. Des bugs, des bugs remontés par l'utilisateur. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le TDD, s'il te plaît? Ouais, alors c'est une pratique inventée par Ken Beck qui consiste à d'abord écrire un petit test unitaire avant d'écrire le code de prod. Ensuite, on écrit le code de prod pour faire passer le plus rapidement le test. Et ensuite, on va prendre du recul sur ce code-là et le faire correctement. Donc c'est vraiment, dans un premier temps, je fais en sorte que ça marche. Dans un deuxième temps, je fais en sorte que ce soit bien conçu. C'est une pratique qui permet d'avoir une couverture par les tests qui est maximale. C'est une pratique qui va guider aussi la conception et qui va forcer des choses comme faire une abstraction de la couche d'accès au réseau, la couche d'accès à des web services par exemple. Comme on va se contraindre, on va dire mes tests unitaires ils doivent être rapides et fiables.
Donc je ne peux pas faire des appels à un web service externe parce que c'est lent et c'est pas fiable déjà. Donc ça va forcément mettre des contraintes sur notre conception, puisque une classe qui va faire un appel réseau, elle peut pas faire l'appel réseau directement, elle va devoir passer par quelque chose qui est remplaçable dans les tests. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du D'accord, mock. donc tu vas faire du C'est mock de web ça, on va service. faire du mock. Ok. Exactement. Donc ça, forcément, pour pouvoir mocker, on va généralement créer un protocole et on va injecter un mock dans les tests et on va injecter le truc qui fait un appel au web service dans la véritable application. Après, TDD, les concepts sont assez simples de prime abord, mais pour maîtriser la pratique, c'est assez long, puisque écrire des bons tests, c'est difficile. Il faut vraiment se forcer à faire des tests fonctionnels et non techniques. Il faut savoir quoi tester, comment le tester. Les tests, faut toujours garder à l'esprit que ça doit être une spécification, une documentation du fonctionnement, et pas simplement des tests pour vérifier des choses. Faut vraiment écrire des tests qui ont du sens. Pour en savoir plus et pour apprendre les bases de TDD, il y a le livre de Ken Beck, TDD by Example, que je conseille très fortement, qui contient tout, à lire et à relire régulièrement, puisque à chaque fois on réapprend des choses. Là, je suis en train de le relire justement, et à chaque fois je me dis ah punaise c'était écrit, j'ai fait des erreurs en faisant mes tests et tout, mais au final c'était écrit dans le bouquin, mais voilà, c'est pas forcément des grosses parties, mais c'est plein de subtilités en fait, comme ça. Mais pour en revenir un petit peu à l'explication de TDD, ouais, il y a réellement 3 phases. Il y a la phase red où on écrit un test qui échoue. La phase green où on écrit le plus rapidement possible un code de prod en commettant tous les crimes de conception qu'on imagine pour faire passer ce code-là, quitte à se faire l'avocat du diable et mettre des valeurs en dur. Et après, éliminer les duplications dans la phase de refactoring. Alors je t'avoue que je pratique pas les TDD. Par Ouais. contre, j'ai fait un tuto sur Rewanderlik où il fallait convertir donc des chiffres en chiffres romains. Et le tuto on est super bien guidé, ça marche super bien, j'ai trouvé ça extraordinaire. Par contre, quand il a fallu appliquer dans le monde réel, là j'ai été vraiment un très mauvais élève. Du coup, quel conseil tu pourrais me donner pour que je m'y remette, enfin pour que je m'y mette tout simplement, et surtout pourquoi est-ce que je devrais pratiquer le TDD? Alors le pourquoi. Premièrement, se forcer à écrire des tests, ça a une première vertu, c'est qu'on va canaliser sa concentration sur des petites choses. Donc on va vraiment avancer par petits pas. C'est facile en implémentant une fonctionnalité de s'éparpiller un petit peu. Moi, je sais qu'avec TDD, j'ai tendance à être plus concentré pour implémenter la chose, donc je deviens plus efficace finalement pour implémenter une fonctionnalité. Deuxièmement, quand tu fais des tests automatisés comme ça, et notamment du TDD, tu gagnes en productivité dans le sens où tu relances pas ton app 50 fois et tu testes pas à la main 50 fois si ça marche. Donc tu as vraiment cette confiance-là quand tu écris des tests et qui fait que tu deviens plus productif au final. J'ai aussi écrit un article là-dessus et lié à une vidéo aussi de Jipo qui parle de ça. Et du coup, voilà, tu deviens plus productif et tout. Donc ça, c'est intéressant. Et troisièmement, du coup, ça permet vraiment de se concentrer d'avoir des temps, en fait, où tu te concentres sur la conception et des temps où tu te concentres sur, faut faire en sorte que ça marche. C'est très difficile d'avoir la double casquette en même temps, en fait. De se dire, OK, je vais faire quelque chose qui marche et bien tout de suite. C'est plus difficile que je fais d'abord quelque chose qui marche, puis je prends du recul et je modifie le code pour faire en sorte qu'il soit bien conçu et clair, en ayant cette garantie qu'il continue de marcher puisque j'ai mes tests qui sont là. Faire du TDD, ça permet d'éviter toute une catégorie de bugs que tu rencontres pas forcément, puisque vraiment tu vas
tu vas imaginer tous les cas à la marge, tu vas avoir des tests pour différents cas, et tu es sûr que quand tu modifies le code, tu as un test qui va te couvrir. Si jamais tu casses quelque chose, tu le sais tout de suite, en fait. Tu as un feedback très rapide sur ce qui est cassé. Donc ça te permet, quand les tests sont bien faits, de revoir l'architecture du code, de faire des refactoring, de changer la conception et de t'assurer tout le temps que ça continue de marcher quand tu fais ça. Parce que tu peux te dire, bah voilà, mon code là, il me faudrait une abstraction en plus parce que je veux réutiliser des choses. Tu peux le faire en toute confiance, sans rien casser, puisque tu as les tests qui te couvrent là. Avoir ce niveau de confiance là, je vais un petit peu plus loin, ça te permet de faire des choses intéressantes comme livrer tous les jours une appli en prod. Puisque tu sais que ça passe les tests, tu sais que t'as rien cassé, donc t'as pas besoin de faire des tests manuels pendant une semaine pour voir que t'as rien cassé, t'as pas besoin d'une armée de testeurs ou de testeuses. Et ça c'est super agréable, aussi bien pour toi qui crée ton propre produit, tu sais que tu mets dans les mains de tes utilisateurs et utilisatrices un produit qui fonctionne, continue de fonctionner, aussi bien que pour des clients si tu fais du service. Nos clients l'apprécient d'ailleurs énormément chez Refacto, c'est que dès qu'ils ont une appli entre les mains, elle continue de fonctionner comme avant. La plupart du temps, on va dire 99,9% du temps. Donc ça, c'est pour le pourquoi de TDD. C'est pour se construire une base de test qui soit saine, aussi bien pour pouvoir améliorer la qualité la qualité intrinsèque du produit et pour garantir la qualité visible de ce produit-là pour nos clients, nos utilisateurs et utilisatrices. Ensuite, comment le faire? Ça, c'est plus compliqué. La première étape, déjà, il faut se forcer à le faire. C'est pas quelque chose de naturel et c'est pas quelque chose de facile. Donc, faut se forcer à le faire et ce que je conseille, c'est de le faire sur une nouvelle fonctionnalité, pas sur un existant. Quitte à, si tu as besoin pour ta nouvelle fonctionnalité de réutiliser des choses, quitte à te dire, ok, je réutilise si c'est testable. Si c'est pas testable, je réimplémente, je duplique. Tant pis, je vais créer un petit peu, j'ai un peu de dette technique, je prends un peu de dette pour apprendre TDD. Donc sur quelque chose de nouveau et quelque chose de simple, de facile. Donc typiquement un code qui n'a pas de dépendance. Ça c'est bien. Genre, tu dois transformer une valeur numérique en chaîne de caractères pour le présenter à l'utilisateur. Bah, tu vas le faire en TDD parce que c'est quelque chose où tu peux très bien imaginer une seule fonction, une seule méthode. Tu lui donnes la valeur numérique, il te donne la string, par exemple. Et donc là, on va se forcer à faire du TDD dessus. Si je donne, la valeur numérique, elle doit être positive, qu'est-ce qui se passe si je donne un nombre négatif, par exemple? Ok, ça, je vais créer un test pour ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on me donne une valeur numérique correcte? Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on me donne une valeur nulle, par exemple, etc. Donc s'entraîner déjà sur ces petits morceaux-là, puis après se dire ok, ben je vais introduire maintenant une dépendance. Je dois faire un appel réseau, mais je veux que ce soit testable. Comment je fais? Donc commencer à faire des mocks tout doucement. Donc si tu fais du MVVM, bah, commencer peut-être par la partie view model avec de la transformation de données. Voire descendre la partie modèle avec aussi la transformation de données si besoin. Donc commencer doucement et surtout se discipliner, se forcer à pas écrire du code au cas où, se forcer à bien respecter les 3 phases du TDD. Donc j'écris d'abord un petit test, puis j'écris le code de prod le plus simple possible pour faire passer ce test, puis je me pose des questions en me disant voilà, est-ce que je peux améliorer la conception sans casser mes tests et sans faire de code au cas où. Voilà, y aller vraiment par petits pas et à côté de ça, ben, lire TDD by example. et voilà, ça me semble pas mal. Commencer comme ça, pas avoir peur de se planter aussi. Ça c'est important. Vraiment. Et aussi une petite astuce que je peux te donner parce que une difficulté que rencontrent souvent les gens qui démarrent, c'est qu'est-ce que je teste et comment je le teste. Donc là, mon conseil, c'est tu prends le code que tu as envie d'écrire, donc le code de prod de ton app que tu as envie d'écrire, tu en écris une petite partie, ok. Ensuite,
tu imagines le test qui te forcerait à écrire ce code. Donc, tu écris d'abord ton code de prod, puis après, tu te dis, quel test j'aurais pu écrire pour me forcer à écrire ce code de prod-là. Ok, tu fais un peu le chemin inverse. Donc, c'est vraiment, voilà, tu écris une petite partie du code de prod, tu imagines les tests, tu commences à écrire les tests dessus, tu supprimes le code de prod, et tu dis, ok, maintenant j'ai mon test, et ce test-là, il est censé me faire écrire ce petit morceau de code de prod-là. Et tu jongles un petit peu comme ça. Et à un moment donné, tu seras capable de faire cette gymnastique-là dans ta tête, et tu seras plus obligé d'écrire le code de prod, et d'écrire directement le test. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est important, parce que TDD ne t'empêche pas de faire de la conception. Ça, c'est juste en écrivant du test, ça va pas naturellement te faire bien concevoir ou te faire concevoir tout simplement. Il faut d'abord un peu concevoir, dire ok, j'ai envie d'écrire une classe comme ça avec une méthode comme ça. Ok, j'écris un test qui va me forcer à écrire cette classe et cette méthode. Donc au début, tu peux écrire cette classe, puis le test, et après tu écriras cette classe dans ta tête, tu écriras le test qui te forcera à écrire ça. Et puis au fur et à mesure que tu écris des tests, tu imagines d'autres tests qui vont te faire écrire d'autres codes. Ou alors tu vas imaginer du code et tu vas te dire ok, il faudrait que j'écrive ce code-là, mais j'ai pas de test, donc je vais d'abord écrire un test qui me force à écrire le code que j'ai envie d'écrire finalement. Et voilà. Et après, si tu veux aller plus vite, suivre une formation ou te faire accompagner, par Refacto, par quelqu'un qui maîtrise. Par Refacto par exemple, ou par quelqu'un d'autre. Tu as parlé de beaucoup de livres différents. Quelles sont tes sources d'apprentissage aujourd'hui? Quels sont les livres que tu lis? Alors, tu en as cité plus d'un. Les blogs, les personnes peut-être aussi que tu suis dans la communauté. Est-ce que tu peux nous partager Ouais, alors je suis abonné à iOS Dev Weekly. Ouais, c'est une newsletter. Dave Verver, qui, là, il envoie une newsletter toutes les semaines, donc ça c'est pour la veille un petit peu sur l'écosystème iOS. Sinon, j'ai pris un peu de recul sur la veille technologique et la course à la hype, je t'avouerai. Et du coup, je me concentre un petit peu plus sur les fondamentaux et l'héritage de nos ancêtres. Donc, j'ai plus tendance à lire des livres qui sont assez vieux, comme du même acabit que Clean Code. Donc là, comme je disais, c'est Growing Object-Oriented Software Guided by Test. Alors que je retrouve quand est-ce qu'il est sorti ce livre, mais alors ça a été écrit par Steve Freeman et Nat Price. Et c'est un livre qui est sorti. Il est sorti en 2009, par exemple. Donc il a 10 ans. J'ai tout ce qui va concerner le Domain Driven Design aussi. C'est une manière de concevoir qui a été inventée par, alors que je retrouve ça maintenant, Eric Evans en 2004, et qui va présenter des principes en fait où, un petit peu la pierre angulaire du livre, c'est le code doit refléter le métier. Ça s'applique surtout à des applicatifs pour entreprises. Mais c'est vraiment cette idée de je retrouve dans mon code des concepts métiers qui sont clairs. Donc si mon métier me parle de panier, je vais avoir une classe panier qui va se retrouver dans mon code. Et ce genre de choses-là. Et plein de patterns en fait tactiques, stratégiques, etc. C'est assez vaste comme sujet pour justement m'améliorer en conception logicielle de manière globale, améliorer un petit peu ma culture dans ces domaines-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je me concentre aussi sur l'aspect problématique avant de coder en fait. Tout ce qui va être comprendre le besoin, comment organiser les différentes problématiques. Donc on va retrouver des bouquins comme Impact Mapping de Goshko Hadzik. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, l'impact mapping, s'il te plaît? C'est un outil
qui permet de partir d'un besoin client, déjà de trouver quel est le besoin réel du client. Enfin non, l'impact mapping, c'est quand on a trouvé le besoin réel du client. Par exemple, le client a besoin, je sais pas, d'augmenter ses ventes, par exemple, de 10%. Ok, ça peut être une problématique d'un client. Donc à partir de cette problématique-là, on va explorer tout l'espace de solutions qui s'offre à nous en essayant de mesurer les impacts des différentes solutions. Donc on peut par exemple créer une campagne de pub, on peut créer des articles de blog, on peut développer un logiciel sur mesure qui va permettre de générer plus de ventes. Et on va laisser libre cours à notre imagination pour imaginer toutes les solutions possibles qui pourraient répondre à ce besoin-là. Et on va faire en sorte de déterminer si ces solutions ont un impact mesurable. C'est important d'avoir un impact mesurable pour savoir si on progresse ou pas, tout simplement. Et donc on va construire comme ça une carte où on a le problème au centre, on a les différentes solutions assez haut niveau qui émergent, et puis pour ces différentes solutions, on a les impacts et les solutions techniques qui vont aller en face, et le coût de ces choses-là. Et l'idée, c'est de prioriser et de trouver un moyen de bien choisir la bonne solution qui va répondre le plus efficacement au problème, sans coûter trop d'argent. En gros, c'est ça. D'accord. Et après d'organiser le travail, parce que une fois qu'on a choisi une solution, qu'elle est mesurable en termes business, que l'impact sera mesurable en termes business, on peut découper en features et en comportement attendu d'un logiciel, par exemple, et on va toujours mettre ça en relation avec l'impact souhaité. Ça me rappelle un petit peu la méthode des 5 pourquoi dont tu parlais dans ta conférence. C'est ça. Tu peux la réexpliquer cette méthode pour ceux qui connaissent pas très bien? Oui. Alors ça, c'est pour trouver le vrai problème. Si quelqu'un vient nous voir en nous disant j'ai besoin d'un site web, par exemple, la méthode des 5 pourquoi, on va chercher à déterminer pourquoi la personne a besoin d'un site web, quel est son problème profond. Donc on va poser la première fois la question pourquoi as-tu besoin d'un site web? Alors là, si la personne répond j'ai besoin d'un site web car pour les médecins, car ils font des erreurs sur leurs ordonnances. Ok, alors on va se poser la question pourquoi ils font des erreurs sur les ordonnances? Eh bien parce que les médicaments sont trop complexes, l'ensemble des médicaments sont trop complexes, donc ils ont besoin d'un outil pour les aider là-dedans. Ok, donc pourquoi ils ont besoin de cet outil-là? Et on va se rendre compte que au final, le problème profond, c'est peut-être un problème de formation du médecin. Donc peut-être que le médecin il n'a pas besoin d'un site web, mais peut-être que c'est au niveau des médicaments qu'il y a quelque chose à faire. Et donc on va explorer des solutions qui vont au-delà d'un simple site web. Parce que le vrai problème, c'est pas avoir un site web, c'est vraiment aider les médecins à s'en sortir. Et donc on va poser plusieurs fois la question pourquoi, jusqu'à trouver effectivement le véritable problème. Et à partir du véritable problème, on va pouvoir chercher les solutions les plus pertinentes. Et c'est un souci que malheureusement on rencontre beaucoup, que je rencontre beaucoup moi, c'est que souvent on me donne un cahier des charges avec une solution qui a déjà été imaginée, on demande un chiffrage, alors que je ne connais pas le véritable problème, et ça peut être pertinent d'explorer d'abord les raisons de ce cahier des charges pour trouver le véritable problème, pour peut-être proposer d'autres solutions. Donc ça demande d'avoir une posture qui va au-delà du simple exécutant et vraiment challenger après le client sur ça. Alors il y a des clients qui sont réceptifs et d'autres qui sont voilà. D'ailleurs, j'ai une question à ce propos. Aujourd'hui, tu fonctionnes plutôt sur un modèle forfait ou régie avec tes clients? Régie. On peut faire du forfait, mais du forfait court. Le problème qu'on a avec le forfait, c'est que c'est trop rigide. C'est que le besoin change
Ça, c'est une évidence. Avec un forfait, on va dire que le besoin ne doit pas changer, ou alors s'il change, c'est très lourd administrativement, puisque pour intégrer un changement, il faut regarder ce qu'on enlève pour rester dans la fourchette de prix. Ça, ça suppose d'avoir des estimations qui sont plutôt justes, ce qui est très 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 difficile. Moi, j'y arrive jamais. Ouais, ouais, c'est super dur. Et d'ailleurs, tu en as parlé dans ta conférence, tu as dit la seule estimation qui est vraie, c'est je ne sais pas. Exactement. C'est ça. Donc les estimations, c'est forcément des mensonges. Donc j'ai toujours un petit souci avec ça. Le forfait fait porter tout le risque au prestataire de service. Donc en tant que prestataire, on a tendance à gonfler le prix, hein, tout simplement, pour Oui, limiter ce risque. Donc je exactement, trouve ouais. que c'est une manière un peu malsaine de faire des projets logiciels, puisque d'un côté, le client va pas payer le juste prix. Euh, Et d'un autre côté, le prestataire va pas forcément faire des choix heureux. Ou alors on va avoir tendance à couper peut-être techniquement, à dire là il nous reste tant et tant de budget, ça représente tant et tant de jours. Après ça on est perdant, donc faites au plus vite. Et du coup ça donne lieu à des compromis assez qui peuvent être assez désastreux. Donc ouais le forfait je suis pas fan. Après, quand il y a des clients sont réticents, on fait du forfait très court. Donc ça va être du forfait de 2-3 jours, quoi. On va dire, voilà, pour 1000 ou 1500 euros, on vous fait tout, on vous fait ce petit truc-là. Et puis voilà. Après, nous, ce qu'on propose concrètement, c'est de la régie, mais sans engagement. C'est-à-dire que le préavis pour mettre fin à la mission est d'une demi-journée. Euh, D'accord. Donc si demain je t'embauche, avec ce modèle, je peux te dire, ok, la relation ne marche pas, oui, je veux que ça s'arrête, et du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. c'est ça. Et tu payes que ce que tu as consommé. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui t'aide beaucoup à convaincre les clients, ce genre de Oui. d'argument? Ouais, ouais, ils sont. Je comprends du point de vue du client, faire de la régie, c'est faire finalement quasiment porter tout le risque sur le client pour le coup. Euh, donc, s'il s'engage sur 6 mois de travail, 6 mois de régie, il sait qu'il va payer tant et tant, mais il a aucune garantie de résultat. Donc c'est pas cool. Euh, En faisant du sans engagement, on se dit voilà, vous avez une enveloppe budgétaire, vous signez un devis de tant et tant de jours. Si au bout d'une demi-journée vous vous rendez compte ou d'une semaine que ça colle pas, on discute et vous pouvez mettre fin au contrat très rapidement. Vous payez juste ce qui est dû et généralement si le client n'est pas satisfait et que ça a duré une petite période, bon c'est jamais arrivé mais j'imagine que si le cas se présente qu'au bout de 3-4 jours on nous dit finalement ça le fait pas, je facture pas tout simplement. C'est ok, on a passé 3-4 jours, on s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, et vous payez pas. Après, ça se fait comme ça. C'est pas ce qui est prévu au contrat, mais ça peut se faire comme ça, quoi. On est très ouvert là-dessus. On veut vraiment pas en fait que les clients prennent peur, et on a vraiment à cœur de fournir des résultats convaincants. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent chez Refacto? On est deux, il y a moi et ma femme. Ah, c'est cool ça. Du coup, elle est développeuse iOS comme toi. Oui, ouais, ouais, comme moi. Ouais, ouais, mais elle s'est reconvertie. En fait, avant, elle était assistante commerciale chez le Coq Sportif. Elle a fait une reconversion chez Open Classrooms justement. D'accord. Euh, et, euh, et voilà. Et elle était un an et demi dans une start-up et après elle m'a rejoint, quoi. Donc voilà, on travaille ensemble. Ça s'est bien passé, sa reconversion chez Open Classrooms? Plutôt bien, ouais. Alors c'était les débuts des parcours diplômants, donc il y avait pas mal de choses qui se mettaient encore en place. Donc il y a eu quelques petits couacs, mais globalement ça s'est bien passé. Euh, la formule est intéressante et pertinente à mon avis. Après, le point un peu délicat, c'est que les mentors sont très différents. Donc il y avait pas à l'époque j'ai fait du mentorat, il y avait des lignes, il y avait pas vraiment de ligne directrice, donc c'était un petit peu chaque mentor qui faisait un peu à sa sauce. Et donc c'est bien dans un sens où il y a une diversité qui est intéressante, qui est importante à conserver. Après sur certains aspects, ça nécessite quand même une certaine homogénéité dans la pédagogie, euh, qui avait pas à mon époque. Ça a peut-être changé depuis.
pas comment ça évolue à ce niveau-là, mais c'est très encourageant. La formule est très très adaptée, je trouve, aux reconversions notamment, euh, mais nécessite de la part des étudiants une autodiscipline importante. Voilà, donc Ouais, c'est tout à fait vrai parce qu'ils sont tout seuls à travailler, donc ouais, ils doivent se motiver à faire les exercices tout c'est seuls, ça. etc. Donc moi, si tu veux, Mhm. j'ai eu 3 étudiants. J'en avais un ultra motivé qui voulait absolument prendre de l'avance et qui bossait comme un malade. J'en Ouais. ai eu un sous motivé qui avançait pas du tout. Et j'avais beau dire ce que je voulais, il avançait pas quoi. Donc voilà, donc ça dépend vraiment. C'est vraiment la responsabilité est très forte pour l'étudiant. Donc il y a vraiment que les plus motivés qui sortent et qui s'en sortent quoi. Mais quelque part c'est une bonne chose aussi quoi. Ça veut dire que il y a que ceux qui en veulent qui finalement y parviennent. Après, je sais pas s'il y a des solutions pour ceux qui sont un peu moins motivés. Il n'y a pas de solution miracle à mon avis. Et le mentorat reste la meilleure option à mon avis. J'aimerais qu'on parle de l'aspect commercial chez Refacto. Comment tu fais pour gagner des clients aujourd'hui? Oui, Et est-ce que tu t'es formé à la vente de manière formelle? oui, pas du tout. Ça s'est fait un petit peu naturellement. C'est le bouche à oreille. Hein, comment ça a démarré. En fait, j'ai un ami qui est freelance depuis 4-5 ans. Il a entendu parler d'un projet iOS où il y avait besoin de quelqu'un. Euh, j'ai saisi l'occasion. Je suis passé en free à ce moment-là. Quand le client, j'étais embauché, j'ai fait un devis à ce client-là il a accepté. On s'est mis d'accord pour une date de début. Ça m'a permis de me lancer, de démarrer. Euh, Ensuite, comment ça se passe? Ben, principalement de bouche à oreille et les conférences que je peux donner. Euh, un client, j'ai eu un client grâce à la conférence que j'ai donnée à l'Agile Tour de Strasbourg, par exemple. Euh, j'ai eu un autre client suite à mon activité sur LinkedIn. Je publiais pas mal sur LinkedIn à un moment, j'échangeais pas mal. Voilà. Et puis après, des Slack aussi, essayer de faire partie de réseaux. Pour iOS, il y a Swift Baguette, par exemple, qui est un Slack assez important, qui permet de discuter, d'aider. Un truc intéressant, c'est d'aider un petit peu les gens, faire un peu de la solidarité, puis après essayer de conseiller d'aller plus loin ou simplement répondre à des demandes du style par exemple le projet c'est Christophe qui est sur le Slack Swift Baguette qui à un moment donné a dit on cherche quelqu'un pour nous former à TDD, ce genre de choses là, donc j'ai répondu présent à ce moment-là et ça l'a fait. Voilà, donc saisir un petit peu des opportunités comme ça. Mais non, pas spécialement je suis pas spécialement formé à la vente, c'est essayer de se mettre dans la peau du client pour savoir ce dont il a besoin et lui proposer une offre intéressante à ce niveau-là, quoi. J'ai vu sur ton blog que tu étais papa dans la signature, je crois, de tes articles. Oui. Comment tu fais aujourd'hui pour organiser ta vie de famille et le développement de ton entreprise? Parce que j'imagine que tu veux la faire grossir, cette entreprise. Euh, Comment tu gères tes journées? Alors, je travaille 4 jours par semaine pour Refacto. Je garde mon gamin le jeudi. Le jeudi, je suis avec mon gamin. Et le week-end, c'est exclusivement la famille. Euh, j'essaye d'avoir des horaires de boulot convenables. Donc, ça va être du 9h, 9h, 17h avec une heure de pause à midi. Après, il arrive de temps en temps que j'ai des coups de fil, la gestion administrative, etc. qui se passe entre 17 et 18 ou à 19 heures ou des fois un peu le soir ou des fois un petit peu le week-end, mais j'essaie de limiter ça au maximum. On n'a pas la volonté de grossir énormément. Je pense que si un jour on est 4, ce sera très très bien. Mais si on est que 2, c'est très bien aussi. Le plus important, c'est la trésorerie. Pouvoir se payer en temps et en heure et pas avoir peur du lendemain. Ça, je crois que ça, c'est le plus important, je crois, pour nous aujourd'hui. D'accord. Comment tu fais du coup pour gérer ta trésorerie
Est-ce que tu as une stratégie en particulier? Parce que généralement, enfin, je sais pas, par exemple, tu vas avoir une mission de 3, 4, 6 mois, puis après, tu as des clients qui vont te solliciter, mais ils te veulent toujours pour hier. Ouais. Donc, comment tu fais pour gérer la trésor? La philosophie principale, c'est ne pas se payer trop, déjà, pour commencer. Donc, avoir un niveau de vie raisonnable. Parce que c'est vrai quand on démarre en tant que freelance, ou même maintenant on est deux, c'est quasiment la même chose. On a facilement des rentrées d'argent entre 8 000, 12 000, 13 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Il faut freiner son envie de se verser des gros salaires, déjà, pour commencer. Freiner son envie de vivre une vie de star. déjà ça c'est super important. Donc en limitant son niveau de vie à ce qui est nécessaire, on limite la pression financière qu'on met sur son entreprise et on limite sa nécessité d'avoir beaucoup de clients, beaucoup de projets. Ensuite, deuxièmement, on a la chance d'avoir des clients fidèles et qui restent avec nous longtemps. Et donc qui font que on n'a pas besoin de chercher de nouveaux clients régulièrement. C'est assez éphémère comme phase. Donc ces deux choses-là combinées forment une certaine sérénité. Donc si demain on n'a plus de clients, par exemple, on peut se permettre 6 mois d'arrêt sans problème, quoi, et continuer à avoir le même salaire. Donc ça c'est important et ça continue de grossir, on continue à faire évoluer cette trésorerie. Notre objectif c'est d'avoir 1 an de salaire de côté dans l'entreprise. D'accord. Voilà, pour vraiment se dire, si demain on n'a pas de clients, on n'a pas besoin de sonner à toutes les portes et de courir pendant 1 mois en ayant des sueurs froides pour savoir si on va s'en sortir demain, quoi. Donc ça c'est notre stratégie, d'avoir pas mal d'argent de côté pour ça, quoi. Et deuxièmement, la vie de famille, se forcer à avoir des horaires convenables et accorder du temps, faire de sa famille une priorité, en fait, priorité numéro 1. Ça passe avant le boulot, pour moi en tout cas. Donc si j'ai le choix entre garder mon gamin ou faire un rendez-vous client, je vais plutôt garder mon gamin et caler mon rendez-vous client à des heures ou à des temps convenables. Donc j'ai déjà des clients qui m'ont demandé de faire des points à 19h ou 20h, j'ai toujours refusé. Voilà, c'est comme ça. On peut se permettre de refuser les clients et on n'a pas envie de travailler avec des clients qui sont pas respectueux de ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est comme ça, c'est une politique chez nous. Mais voilà, je comprends tout à fait qu'on ait la politique inverse de dire, surtout au début. Au début, j'ai fait des sacrifices, hein. J'avais pas mon gamin quand j'ai démarré, donc je travaillais les samedis matins ou les samedis toute la journée pour démarrer, quoi. Donc, il y a des phases, ça fonctionne plus par phase, en fait. Il y a des phases où on est prêt à accepter des sacrifices, des phases où on n'est pas prêt à en accepter. Donc voilà. Quand Thomas est né, j'ai fermé la boîte pendant 6 mois, par exemple. Voilà. Wow. J'étais très clair avec les clients. Je dis la boîte sera fermée pendant 6 mois, donc je travaille pas pendant 6 mois parce que. C'est vraiment génial du coup que tu aies pu prendre 6 mois pour passer du temps avec ton fils à sa naissance. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Tu as dit ne pas vivre une vie de star quand tu commences à gagner bien ta vie, on va dire en freelance. C'est exactement l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé. J'ai démissionné, du coup j'étais dans une société de services en informatique, donc je gagnais relativement bien ma vie, j'étais un peu plus de 2000 € net par mois. Puis quand je me suis lancé en freelance, je suis passé de ces 2000 € net par mois à 8000, et j'ai gagné en 3 mois, donc quasiment l'espace de ce que je faisais en 1 an. Et je me suis dit, ça y est, t'es Bill Gates, mec, fais-toi plaisir. Et je me suis payé un voyage incroyable à New York. Et ça a été alors ça a été génial, mais ça a été la plus grosse erreur financière que j'ai faite, parce que quand je suis revenu en France, j'ai galéré pendant 3 mois à trouver un client, et ça m'a vraiment mis dans le rouge en fait, et ça m'a même j'ai limite fait une dépression en fait, parce que je me suis dit ok, tu as fait passer ton plaisir avant même la chose qui est la plus importante pour toi, c'est ta liberté, et c'est le fait d'être ton propre patron entre guillemets, et de vraiment de créer ta boîte, etc. Et tu as mis ça en danger
pour te faire kiffer au final. Et ça a été une grosse leçon d'humilité pour moi en me disant, ok, déjà la première leçon, c'est que c'est pas parce que tu as gagné 8 000 euros par mois une fois, enfin même 3 fois, que ça va durer comme ça tout le temps. Mais aussi que voilà, il faut de la trésorerie, il faut être vachement prudent avec ça parce que tout peut basculer du jour au lendemain. Ouais, et après, tu peux être beaucoup plus serein. Tu peux être plus serein aussi face aux impayés, par exemple, ou au retard de paiement. Parce que ça, on n'en parle pas forcément, mais et en tant que free ou en ayant une boîte, les clients payent pas toujours tout de suite, ou parfois ne payent pas du tout. J'ai un ami freelance où le client n'a pas payé, la boîte a coulé. C'était une start-up, hein, donc elle a fait faillite. Elle s'est mise en liquidation, donc il a jamais été payé. Donc il attendait 7 000 euros, il a jamais eu ses 7 000 euros. Donc si il n'y a pas la trésorerie derrière, c'est un coup dur, quoi. Ça veut dire que, enfin, je sais pas comment. Si maintenant j'avais pas ça, je sais pas comment je ferais. C'est compliqué parce qu'il y a un emprunt, parce on a une maison, donc on a un emprunt à rembourser tous les mois, on a des frais fixes tous les mois, euh, on a le gamin, la crèche et tout, donc ouais, de pas avoir de trésorerie, c'est compliqué, hein. Ça met un stress incroyable en fait. Euh, et c'est un stress qui est vraiment néfaste, quoi, parce que Oui, parce qu'après, tu commences à accepter des projets qui te font pas forcément plaisir ou avec des clients qui sont pas forcément tendres derrière parce que t'as besoin de manger, hein, tout simplement. Et ouais, on peut vite rentrer dans un cercle vicieux en fait de toujours être à la course aux clients, toujours accepter des clients, pas forcément les meilleurs clients ou des clients à problème derrière parce qu'ils vont choisir le moins cher. Etc. quoi. Faut se mener une garde à prix. Et nous, ça, c'est clairement pas notre philosophie. En plus, chez Refacto, on fait vraiment de la qualité. Euh, donc on peut pas. Les clients à 200 euros jour enfin 200 euros jour par exemple, sont pas nos clients puisque on a un discours qui ne leur correspond pas, par exemple. Tu vois. Donc, euh, donc voilà. Alors justement, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une typologie de client qui te convenait mieux parce que justement, il n'y avait pas cette philosophie de tirer les prix vers le bas? Ouais. Les, les clients qui sont déjà vautrés, ceux-là, ils sont bien parce que ils ont déjà travaillé avec des gens, ils ont déjà tiré des prix vers le bas avec d'autres personnes, avec d'autres prestataires, et ils se sont rendus compte que ça n'a pas fonctionné comme ils l'espéraient. Donc eux sont plus réceptifs au discours, ceux qui se sont déjà vautrés. Donc ça m'est déjà arrivé de rater des affaires ou de refuser des clients parce qu'ils n'entendaient pas ça et qu'ils sont partis avec d'autres prestataires et ils sont revenus après vers nous en mode on a peut-être fait une erreur, etc. Donc, euh, donc ouais, ces clients-là, faut savoir refuser des clients. On arrive à la fin de l'interview. Oui, J'ai quelques petites questions un petit peu bizarres à te poser. Est-ce que t'es prêt? vas-y. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré. Oh alors, je suis un peu un fin gourmet, alors j'en ai beaucoup, hein. Mais je crois que je vais faire un peu mon chauvin. Ouais, je vais faire mon chauvin. Je vais dire la tarte flambée. Voilà, c'est quelque chose de bien alsacien et que j'adore. Voilà, donc on va dire ça. Qu'est-ce qui te fait La le tarte flambée. plus kiffer aujourd'hui dans ta vie? Waouh, c'est une question difficile. Ah, ce qui me fait le plus kiffer. Ça va être extrêmement cliché, mais je m'en fous. C'est quand mon gamin il se tape un fou rire. Ça me fait grave kiffer. Quel est ton super-héros préféré? Je suis un grand fan de Dragon Ball Z, alors je vais dire Sangohan par exemple. Voilà, ça c'est mon personnage fétiche, on va dire. Quel est le meilleur et le pire conseil qu'on t'ait donné? Alors c'est pas vraiment un conseil, mais c'est une conf d'Oncle Bob qui s'appelle The Future of Programming, qui m'a mis une grosse claque et qui m'a fait prendre conscience de ce qu'était notre métier en tant que dev, euh, que ça va bien au-delà de simplement écrire des lignes de code et qu'on a une certaine responsabilité à jouer dans le monde. Euh,
Donc ça, disons que ça a pas mal influencé ma vie. Il y a un deuxième, donc j'en donne deux, désolé. C'est quand Arnaud Lemaire est venu à Strasbourg et qu'il a parlé un petit peu de sa manière de travailler chez Arpinom à l'époque, où justement il parlait d'agilité, il parlait de livrer tous les jours, il parlait de faire de la qualité logicielle et que c'était quelque chose de faisable, de possible et de réel. Et donc ça m'a fait prendre conscience que on peut travailler correctement et il y a des gens prêts à payer pour ça. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et on peut prendre plaisir du coup dans son métier à travailler comme ça. Voilà. Et le plus mauvais conseil, tous les profs au lycée, en primaire, au collège, qui te mettent la pression pour que tu choisisses correctement ta voie très tôt dans ta vie, alors que bordel, on a quand même le droit de se planter dans la vie et c'est pas grave quoi. Donc ouais, c'est pas vraiment un mauvais conseil qu'on a donné, mais c'est toute cette influence négative, je trouve, de diabolisation de l'échec, de diabolisation des mauvais choix, qui est tellement dommage et tellement français aussi un peu, et tellement dommage quoi. Alors que on devrait un petit peu plus s'inspirer de ce qu'ils font aux States pour ça en tout cas. Peut-être que pour ça, mais voilà. Il y a des entrepreneurs ou des personnes qui t'inspirent particulièrement aux States? Non, pas vraiment. J'aime bien des philosophies de boîte. Je sais que la philosophie de Facebook que j'ai découvert récemment, qui dit aucun problème n'est le problème de quelqu'un d'autre. Je trouve ça super intéressant comme philosophie, par exemple. Ou alors Amazon qui met en avant les données plus que le jugement, par exemple, plus que les sentiments, simplement les impressions. Dire voilà, on a des données. Il y a Ken Beck, Martin Fowler, Oncle Bob, qui m'inspirent beaucoup. Donc je lis un petit peu leur blog. Je suis un petit peu ce qu'ils disent. Il y a une conf de Ken Beck qui s'appelle 3X, qui est super intéressante aussi, qui résume un petit peu ce qu'il a appris chez Facebook en fait. Que y a différents types de projets qui nécessitent différentes organisations et différentes métriques, différentes manières de travailler. Il y a pas une manière de travailler unique pour tous les projets qui va fonctionner, qui va bien fonctionner. C'est en fonction des différentes phases d'un produit. On va pas fonctionner de la même manière. Par exemple, au début d'un projet, on va favoriser les cycles courts, l'exploration, et donc on va pas avoir envie d'homogénéiser l'infrastructure IT, on va pas avoir envie de faire tout comme la boîte elle le fait dans les standards, etc. Parce que on n'a pas des contraintes. On est vraiment dans l'exploration, donc on n'a pas envie de se mettre du délai dans la vue pour se conformer à des choses. Mais par contre, après, quand le projet grossit, commence à y avoir beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de demandes, à ce moment-là, on va changer de phase, et on va chercher à standardiser pour économiser de l'argent, et ce genre de choses-là. Donc c'est super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'embaucher pour une application mobile, être coaché pour faire du TDD ou encore lire ton blog tout simplement? Il y a le site de Refacto. Bon, il faut que je le mette à jour bientôt. Mais voilà, c'est un de nombreux chantiers. C'est refacto.fr, donc ryfacto.fr. Il y a une adresse mail tout en bas. Il suffit de nous écrire et on répond. Il y a LinkedIn aussi. Cherchez mon nom, Nicolas Verino. Sur Twitter aussi, on peut me contacter, donc @nverino. Et voilà, c'est les principaux canaux de communication. On peut me retrouver à certains meet-up aussi sur Strasbourg. Je suis organisateur du meet-up Software Crafters Strasbourg. Donc si vous voulez me rencontrer dans la vraie vie, ça se passe plutôt là-bas. Je vais faire un saut à Nantes en novembre aussi, si jamais, chez les Cocoa Heads de Nantes en novembre. Et voilà, c'est à peu près les dates que j'ai en tête. Il y aura sûrement l'Agile Tour aussi en novembre ou décembre à Strasbourg. Merci Nicolas, en tout cas d'avoir fait ce podcast. Merci à toi Lilian. Et à bientôt.
C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.